Bonsoir, bienvenue dans les débats de 2012 avec donc les deux informations capitales de cette fin de semaine. D'abord, en France, les fonctionnaires vont devoir se serrer la ceinture. C'est le régime sec, mis à part l'éducation, la police et la justice. Partout ailleurs, au programme baisse des effectifs et baisse des dépenses de fonctionnement. L'autre information, c'est ce pacte de croissance en Europe, un pacte voulu par François Hollande, mais avec des moyens très limités. Voilà, Europe, rigueur, deux thèmes pour notre débat avec nos deux invités. Bonsoir Jérôme Chartier. Bonsoir. Député UMP, vous êtes membre de la commission des finances. Face à vous, un économiste. Bonsoir Thomas Piketty. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris et on vous a en particulier beaucoup entendu pendant la campagne sur les questions de fiscalité. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, comme chaque semaine, Gilles Leclerc de Public Sénat et Luc Bronner du journal Le Monde. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Cure d'austérité donc dans la fonction publique pour plus de moyens dans l'éducation. Dans le même temps, d'autres ministères vont devoir faire des efforts. Parfois, ça va se traduire par le non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 partant à la retraite. Alors j'ai envie de vous poser une première question, Jérôme Chartier. Finalement, y a-t-il une véritable différence de politique avec celle qu'a menée Nicolas Sarkozy ? Si on part du principe que l'objectif c'est le zéro déficit en 2016 ou peut-être en 2017, on verra, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Alors si peut-être on va augmenter ici et là quelques postes de fonctionnaires pour l'éducation nationale, d'après ce que j'ai compris, enfin j'attends de voir d'abord les postes, j'attends de voir quels seront ces fameux contrats, mais ce que j'observe c'est qu'au fond, après l'élection présidentielle, il y a une continuité. La continuité c'est celle de la réduction de la dépense publique. Donc comment vous qualifiez ces annonces ? Ça va dans la bonne direction selon vous ? Ça vous surprend, c'est logique ? Ça va dans la seule direction possible. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on soit encore en train de dire qu'on va embaucher des fonctionnaires en plus. Je crois que c'est totalement dépassé, que les Français eux-mêmes n'y croient plus. Et puis, s'agissant de l'éducation nationale, on n'a pas un problème de poste, on a un problème de stratégie, on a un problème de pédagogie. C'est ça le cœur du débat de l'éducation nationale. Vous-même à l'UMP qu'il fallait quand même augmenter les effectifs dans le primaire, si je ne me trompe pas. Exactement, mais ça, c'est du redéploiement. La vraie question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui, notre éducation nationale correspond à ce que nous en attendons s'agissant du pacte républicain? Voilà la question essentielle. C'est pas une question de poste et chacun le sait très bien. En revanche, on peut parler du collège unique, on peut parler de beaucoup de choses. Mais vous voulez parler budget, bien sûr que c'est en réduisant le nombre de fonctionnaires que l'on passe par la réduction de la dépense publique. Les fonctionnaires, c'est la moitié des recettes nettes de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de réduire le nombre de fonctionnaires si on veut réduire la dépense publique. Donc si on vous écoute, quelque part, la politique de François Hollande s'inscrit dans la continuité, avec quelques variations, mais dans la continuité de celle de Nicolas Sarkozy, c'est ça ? En franchise, il faut peut-être attendre un peu avant de le dire. Il est très tôt, c'est seulement quelques semaines après l'élection présidentielle. Pour l'instant, j'observe que le cap veut être tenu. Tant mieux que le cap soit tenu pour la réduction de la dépense publique, pour le zéro déficit. Moi, je souhaite qu'il soit tenu en 2016. Je ne souhaite pas qu'il soit tenu en 2017. Je ne pense qu'on n'a pas les moyens de dériver d'un an le zéro déficit. Mais ça veut dire qu'en plus de ces décisions-là, il en faudra d'autres. Parce que s'il y a des exceptions, c'est-à-dire par exemple l'éducation nationale où on laisse filer le recrutement, il y aura énormément de mécontents. Je pense qu'on a tort. Et puis, il y a un volet surtout qu'on n'a pas encore abordé, c'est la réduction de la dépense publique et la réduction des déficits chez les collectivités territoriales. Eh bien, on va l'aborder. Mais tout d'abord, Thomas Piketty, cette rigueur de gauche, car il faut bien l'appeler par son nom, votre diagnostic, c'est ce à quoi vous vous attendiez ? Écoutez, il y a un volet recette, il y a un volet dépense. Sur le volet recette, là, les mesures d'urgence qui vont être adoptées en juillet, c'est en gros ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que le gouvernement Ayrault va récupérer l'argent perdu sur l'impôt sur la fortune, sur les droits de succession, qui était quand même quelque chose d'assez fou, parce que diviser par 2 l'impôt sur la fortune quand il n'y a pas un centime d'euro dans les caisses publiques, c'était quand même très innovatif pour le coup. Alors, pour les fonctionnaires déjà, et on vient aux impôts ensuite. Alors, après, sur la dépense, sur le volet dépenses, en fait, il y a le cadrage global, il avait été annoncé en janvier. Pour le coup, moi, j'ai beaucoup reproché à François Hollande sur certaines choses, son manque de précision, mais sur le cadrage global d'évolution de la dépense, il avait dit en janvier, ce sera 1% au-dessus de l'inflation, ce qui veut dire que globalement, vous ne pouvez pas créer de postes de fonction publique, parce que vous avez une augmentation de la dépense qui vient naturellement des retraites, de la santé, un petit peu d'augmentation quand même du salaire, donc vous ne pouvez pas du tout créer de postes en net. Donc là maintenant, la nouveauté, c'est que Jean-Marc Ayrault, hier soir,
a précisé comment les plus 60 000 sur l'éducation allaient s'accompagner d'un moins 60 000 sur d'autres secteurs. Et c'est là qu'on voit que c'est peut-être quand même un tout petit peu violent l'écart entre ce qu'on va faire en création dans certains ministères et ce qu'on va supprimer dans d'autres, parce que juste, vous voyez, en gros, hein, on a 2 millions de fonctionnaires d'État. Donc on fait plus 3%, 60 000 par rapport à 2 millions sur essentiellement un secteur qui est l'éducation. Alors on fait moins 3% sur le reste, sauf qu'en fait le reste c'est qu'un tiers du total des 2 millions, donc ça vous oblige à faire du moins 10% sur le reste. Donc pour le tiers restant, moins c'est quand même 2,5% par an. On entend que c'est assez violent quand même. C'est assez violent et il faudrait un peu préciser ce qu'il y a dans le tiers restant, parce que par exemple l'enseignement supérieur et la recherche, moi je dis pas ça par corporatisme, je pense que l'avenir de la France au XXIe siècle dépend au moins autant de son investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche que d'un ministère du redressement productif et d'une banque publique d'investissement, pour dire les choses vraiment. Et donc je pense que là, il faut quand même faire un peu attention. Et tout le monde va dire ça, remarquez. Non, mais oui, si vous voulez, il y a quand même, un certain consensus qu'il y a un secteur qui risque d'être... Le capital humain, les hautes qualifications, la recherche ont quelque chose à voir avec comment la France va trouver sa place face à la Chine, l'Inde dans le 21e siècle. Ça a déjà été plus ou moins annoncé. On sait qu'il y a un secteur qui risque d'être bien menacé, c'est celui de la défense, avec peut-être la perte d'un certain nombre de postes. Mais... Ça vous paraît, alors juste pour Jérôme Chartier, par exemple, si la défense doit rendre des postes pour qu'il y ait plus de postes à l'éducation et à la justice, ça vous paraît être assez logique ou c'est pas la bonne direction? Mais ça me rappelle surtout 1981, enfin on s'en souvient pas, mais 81 c'était la volonté pour François Mitterrand de mettre fin à la politique de dissuasion nucléaire. Et puis qu'est-ce qu'il a fait 6 mois après? Il a doublé le nombre de sous-marins qui restaient tapis dans le fond des océans pour justement crédibiliser la dissuasion nucléaire française. Donc là aussi j'attends qu'on passe à l'acte. Est-ce que la position aujourd'hui de la France, c'est celle de renoncer à toute intervention extérieure, puisqu'aujourd'hui l'essentiel de nos moyens militaires, c'est des moyens d'intervention extérieure, il faut le savoir. Donc est-ce que c'est ça le message que l'on veut envoyer au monde, ou est-ce qu'au contraire on veut maintenir cette puissance française de transport sur des sites comme par exemple ce qui s'est produit en Libye, comme par exemple ce qui s'est produit en Afrique. Voilà, ça a été la force et la fierté française ces derniers mois. Est-ce qu'on veut renoncer à ça? Moi je le dis, je ne souhaite pas qu'on renonce à cette capacité française. Ça m'a piqué. Justement, ce dont on se rend compte maintenant, et effectivement on aurait peut-être pu en débattre plus tôt, c'est que tenir 1% d'augmentation de dépenses publiques, c'est dur. C'est très dur, et une façon de le voir, c'est qu'au cours des 5 années écoulées de 2007 à 2012, on a fait du 1,7% au-dessus de l'inflation, toujours de croissance de la dépense publique. Et ça n'a rien à voir avec la récession. La récession, ça fait baisser les recettes, mais c'est pas ça qui augmente le cœur des dépenses publiques. Donc là, l'engagement qui a été pris par le candidat Hollande, c'est un engagement de gel de la dépense publique 2 fois plus ambitieux que pratiquement que ce qui a été fait au cours du quinquennat précédent. Alors pendant la campagne, Nicolas Sarkozy avait dit moi banco, je vais faire 0,4% en plus de l'inflation, donc encore plus de gel. Bon, sauf que le record, disons, du gouvernement précédent, c'était 1,7%, 4 fois plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte maintenant que François Hollande s'est effectivement engagé sur un quasi-gel de la dépense publique, qui exige, ce qui est très difficile. C'est-à-dire que surtout à partir du moment où vous voulez créer un peu de postes dans l'éducation, pour rattraper une partie des baisses de postes excessives, pour le coup, qu'il y a eu dans l'éducation au cours du quinquennat écoulé, vous êtes obligé sur le reste. Mais si vous retirez, vous savez, à nouveau, sur 2 millions de fonctionnaires d'État, rien que les secteurs protégés, là, ça fait 1,4 million. L'éducation, la police, la gendarmerie. Il reste plus que 600 000 pour ce qui n'est pas protégé sur 2 millions. Sur ces 600 000, il y en a 300, c'est l'armée. Donc, vous voyez, à la fin, vous n'avez plus rien. On entend que c'est difficile. Gilles Leclerc, Piketty, on parle beaucoup, en effet, des effectifs, mais quand on relit bien l'intervention et le communiqué de Jean-Marc Ayrault, il dit bien aussi baisse des dépenses d'investissement, donc de subventions. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça veut dire quoi, au fond? Qu'est-ce que la France peut perdre? Pour le citoyen, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? C'est pas totalement clair, à vrai dire, à ce stade, parce que dans les dépenses d'intervention, vous avez des choses qui sont sur barème, sur formule, vous voyez, des allocations diverses, où là, on applique la loi, on va pas diminuer le barème comme ça, de façon discrétionnaire. Et après, la partie plus discrétionnaire, c'est tout ce qui concerne des subventions à des associations, à des différents mouvements, et qui sont... dont les gens ne vont pas forcément comprendre au départ les conséquences que ça a, mais dont beaucoup en verront indirectement les conséquences. Dans la culture, ça peut être dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, ça peut être. Si vous voulez, quand on dit qu'on va baisser quand on dit par exemple les opérateurs de l'État, ça inclut par exemple le CNRS, ça inclut l'Agence nationale de la recherche. Donc tout ça, il va falloir quand même un peu préciser exactement. Il y a beaucoup de gens concernés, Jérôme Chartier, sur ce point, et puis on passe à un autre sujet. Oui, d'abord, je dirais, on a fait quand même du zéro croissance l'an dernier, on a fait aussi
aussi sur tous les intervenants extérieurs de l'État du zéro croissance aussi, c'est-à-dire que tout le monde est passé à la moulinette sur le budget 2012. Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien qu'on supprime la défense, je veux bien qu'on supprime tout ce que vous voulez, maintenant il faut un peu de sérieux. Il y a certains domaines qu'on va devoir conserver, la défense en fait partie, mais c'est vrai, il y a des métiers qu'on ne saura plus faire. Aujourd'hui, il y a de la redondance entre les métiers qui sont assumés par l'État, les métiers qui sont assumés par les collectivités territoriales. Et même, il y a de la redondance entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Bon, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on simplifie. La seule chose, c'est vrai, ça va pas faire plaisir aux présidents de régions socialistes. Ils sont très largement majoritaires, c'est-à-dire ils ont la totalité des régions à l'exception d'une seule. Il va falloir leur dire, faites moins, commencez à faire des économies. On a un budget qui est considérable aujourd'hui, c'est le prélèvement au profit des collectivités territoriales sur le budget de l'État. Eh bien, il va falloir le réduire. Ça va faire plaisir à personne, mais on va être obligé d'en passer par là. On ne peut pas continuer aujourd'hui à croire que seul l'État doit être vertueux et doit réduire le volume de la dépense publique. Il faut qu'on passe par l'échelon des collectivités territoriales. C'est la partie, effectivement, dépenses. Il y a aussi la partie recettes. Il y a eu l'annonce de nouvelles taxes, éventuellement de nouveaux impôts. J'ai lu une de vos déclarations, Jérôme Chartier, et vous dites faire payer les riches, c'est un raisonnement, je vous cite, grossier et démagogique. Mais oui, c'est totalement démagogique. Simplement parce que les riches, qui sont-ils? Si vous parlez des 500 000 personnes aujourd'hui qui contribuent pour la moitié de l'impôt sur le revenu, c'est à peu près ça. Ces personnes-là, vous croyez quand même pas que lorsqu'elles ont la possibilité, elles vont rester pour payer le maximum d'impôts en France? Mais jamais de la vie. La première des choses, donc tous les journaux en parlent cette semaine. Fiscal. Mais c'est pas que je crains un exil fiscal, c'est qu'il est déjà engagé, chacun le sait. Alors, si vous, et vous faites très bien votre métier, si vous connectez les informations que vous avez, vous savez parfaitement, vous lisez les journaux cette semaine, tout le monde ne parle que de ça. Aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui ont la possibilité de le faire sont en train d'optimiser leur situation fiscale à l'étranger. C'est normal, chacun le fait parce qu'ils sentent que le matraquage va arriver. Ce qu'il faut faire, et là je pense que Jean-Marc Herriot, et puis on laisse répondre. Et là je pense que Jean-Marc Herriot a commis sa première erreur, c'était tout de suite de dire quelle était l'assiette fiscale qui allait être celle du budget 2013. Voilà ce qu'il fallait faire. Tout de suite le dire aujourd'hui. À quelle sauce fiscale les Français vont être mangés? Ils ont préféré retarder cela et l'annoncer seulement au mois de septembre ou d'octobre. Je pense que c'est une erreur absolument manifeste. Faire payer les riches, grossier, démagogique, l'exil fiscal. Je sais que vous n'avez pas exactement et même pas du tout les mêmes positions sur ce sujet, Thomas Piketty. Moi j'essaye de regarder les faits. Je dis juste que diviser par deux l'impôt sur la fortune en pleine crise des finances publiques, c'est quelque chose objectivement, et beaucoup de députés UMP le reconnaissent dans les couloirs, qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'au moins vous pouvez repousser ça quand vous avez un peu d'argent dans les caisses. Faire ça en 2011, faire passer l'impôt sur la fortune grosso modo de 4, il était même sur une tendance de 5 milliards d'euros vu la progression des patrimoines, le faire passer à 2 en pleine crise des finances publiques, c'est quelque chose de fou. Donc rétablir au niveau initial, c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Je rappellerai juste à Jérôme Chartier que les bases déclarées à l'impôt sur la fortune dans toutes les tranches de patrimoine progressent plus vite que les indices immobiliers et boursiers chaque année en France depuis 15 ans. Et que d'ailleurs, le très haut niveau de l'immobilier et de la bourse sont aussi le reflet du fait qu'il y a quand même des détenteurs de patrimoine qui ne se portent pas si mal dans ce pays. Sinon, on n'arriverait pas à soutenir des cours immobiliers pareils à Paris. Donc arrêtons ce délire sur l'exil qu'on ne retrouve nulle part dans les statistiques, notamment de l'impôt sur la fortune. Cela étant dit, on ne résume pas, l'immobilier, il a crû autant dans toute la France au cours des 10 dernières années. Non. Paris, voir les indices Paris des est une notaires. exception, la réponse. Allez voir les indices des notaires. Vous allez dans la Creuse, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas la vérité. Oui, je suis au courant. Vous êtes au courant. Sur la question de la fiscalité c'est pareil. Vis-à-vis des citoyens les plus aisés. Soyons sérieux. Thomas Piketty. Alors, cela étant dit, on peut pas, si on résume, si le gouvernement Hollande résume sa politique fiscale à simplement rétablir l'impôt sur la fortune que le gouvernement précédent avait divisé par 2, et à faire une tranche à 75% sans faire de réforme de structure plus ambitieuse de la fiscalité, je pense qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que je pense... C'est l'absence d'annonce de réforme. Oui, je pense qu'on a besoin de réformes fiscales profondes dans ce pays, et je pense que la gauche peut pas dire non à tout. C'est-à-dire la gauche peut pas à la fois dire non à la TVA sociale, à la CSG progressive, au prélèvement à la source, etc. C'est-à-dire, moi je pense que la TVA sociale est une mauvaise réponse, mais à une bonne question. Et qu'il faut absolument que la gauche apporte une réponse alternative qui, à mon sens, passe par la CSG progressive, un prélèvement progressif sur le revenu permettant de transférer les cotisations sociales qui sont effectivement trop lourdes dans notre pays et qui pèsent lourdement sur le coût du travail. Mais la gauche ne peut pas dire non à tout. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas dire non à la TVA sociale, à la CSG progressive, au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, la gauche peut effectivement pas se contenter
Et là, je suis en partie d'accord, on ne peut pas se contenter de récupérer des recettes fiscales sur les riches qui ont eu des cadeaux de la part du gouvernement précédent. Même s'il faut le faire, évidemment, mais c'est un peu maigre comme ambition de juste annuler ce qu'a fait le gouvernement précédent. En attendant, Thomas Piketty, la réponse de la gauche à ce sujet, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce débat en prenant la direction de Bruxelles. Et les Européens sont donc parvenus hier à un accord. Et sur ce point, eh bien, question de Luc Bronner du journal Le Monde. Thomas Piketty, vous êtes économiste, vous avez probablement observé l'accord obtenu cette nuit, arraché visiblement par les Italiens et les Espagnols auprès d'Angela Merkel. On a souvent présenté les négociations européennes comme des négociations de la dernière chance. Il y a eu 19 sommets ces derniers mois, ces dernières années là-dessus, sur cette thématique. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cet accord peut contribuer à résoudre la crise de la zone euro ? Non, pas longtemps malheureusement. Mais bon, pour quelle raison ? Pour commencer sur l'aspect positif, l'aspect positif, c'est de voir que l'Espagne et l'Italie se rappellent au bon souvenir de la France et de l'Allemagne et rappellent que finalement ils sont un peu plus petits, mais presque aussi gros quand même en termes de PIB que la France et l'Allemagne, et c'est ça le point substantiel, les taux d'intérêt fixés par le marché ne sont pas toujours l'incarnation de la justice et de la perfection sur Terre, et qu'ils sont parfois les taux d'intérêt auxquels empruntent les États. Cette illusion que les taux d'intérêt du marché fournissent un signal utile pour la décision publique, parfois oui, mais il y a des fois les marchés ne savent pas fixer le bon taux d'intérêt. Et concrètement, noter des pays, et est-ce qu'un pays doit emprunter à 7, à 2, à 3, les marchés ne savent pas le faire. Et donc ça, c'est bien que ça a été rappelé. Ces deux pays sont à 6, 7, sont à des taux d'intérêt extrêmement élevés. Alors maintenant, pas suffisant. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai toujours pas compris quand même quelle était la proposition de François Hollande sur les eurobonds. C'est-à-dire, je pense, le vrai problème qu'on a, c'est qu'une monnaie unique avec 17 dettes publiques différentes, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Quand on a fait la monnaie unique, on s'est dit au moins il n'y aura plus de spéculation sur le taux de change. Et c'est vrai, on ne peut plus spéculer sur le taux du mark par rapport au franc, de la drac par rapport à la lire. Sauf que ça a été remplacé par la spéculation sur les taux d'intérêt auquel vous empruntez pour votre dette publique. Et en fait, c'est une spéculation qui est encore pire que la première, parce qu'au moins, quand vous aviez une spéculation sur votre taux de change, vous vouliez toujours desserrer les taux en dévaluant votre monnaie. Là, maintenant, les pays ont perdu cette arme de dévaluer leur monnaie pour relancer la machine, et ils n'ont pas non plus gagné en échange la stabilité financière, c'est-à-dire d'emprunter à un faible taux. Donc là, je pense qu'il faut être clair, on a besoin de mutualiser les dettes, mais évidemment, ça implique, comme le dit l'Allemagne, une union politique, au moins sur cette décision du solde budgétaire. Ça va du fédéralisme. Oui, mais soyons précis, il ne s'agit pas de tout décider au niveau fédéral, mais par contre, la quantité de dettes communes que vous émettez, vous voyez bien que si c'est une dette commune, après on ne peut pas avoir chaque pays qui décide dans son coin combien il émet de cette dette commune. Donc le solde budgétaire, oui, il doit être voté par une réunion des parlements nationaux. Je pense que mettre ensemble les commissions des finances, du Bundestag, de l'Assemblée française, des parlements italiens, c'est sans doute la bonne solution. En tout cas, je ne comprends pas quelle est la proposition de François Hollande de dire on fait les eurobonds sans aller jusqu'au bout d'une proposition. Alors on va demander à Jérôme Chartier si lui, il gagne en échange des bateaux d'intérêt. Sinon, on ne fait pas de monnaie commune. Thomas Piketty, on va demander, puisqu'on est dans un débat, on va demander à Jérôme Chartier si lui, il a compris la proposition de François Hollande, tout simplement, et quel regard il porte sur le résultat à ce sommet de Bruxelles. La grande nouvelle, c'est ce qu'on va faire avec le FESF. Au fond, le FESF ouvert au capital. Pour parler bien clair. Repère de stabilité financière. Je pense que, franchement, pour les gens qui suivent avec attention régulièrement votre débat, le FESF, c'est devenu aujourd'hui, malheureusement, je dirais, un peu dans le discours commun. Tous les mécanismes d'aide au niveau européen, au niveau de la zone euro, pour pouvoir soutenir tant les États que les banques, ils étaient prévus lorsque, au mois de juillet 2011, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont imaginé les mécanismes de sauvetage financier. En revanche, ils n'étaient pas mis en œuvre. La bonne nouvelle d'hier, c'est qu'il y a une volonté de mise en œuvre. Ça, c'est très bien. Donc, il faut qu'on poursuive dans cette voie-là. Et puis, j'ai lu le compte-rendu du sommet. Il y a aussi une volonté d'aller plus avant s'agissant de la zone euro dans une forme de coordination, d'intégration renforcée s'agissant des politiques économiques et budgétaires. C'est très bien. Il faut le faire. Est-ce que vous pensez que la proposition de Thomas Piketty d'avoir un contrôle parlementaire sur ce niveau d'intégration économique et politique est intéressante ? Écoutez, ce que j'aimerais bien d'abord, c'est qu'on procède par étapes. Si un jour on y arrive, c'est très bien, mais regardons les premières étapes. Les premières étapes, est-ce qu'on peut d'abord faire le semestre européen, c'est-à-dire faire en sorte que tous les États, au moment de la préparation budgétaire, se retrouvent ensemble et regardent ce que font les voisins et qu'ils fassent la même chose, c'est-à-dire qu'ils appliquent de concert une politique économique et budgétaire s'agissant de la zone euro. Déjà que l'on commence par ça. C'est même pas mis en œuvre, ça.
Pour l'instant, on n'en est même pas à ce stade préliminaire. Alors, le jour où on arrivera, si vous voulez, à un vote en commun de tous les parlements de la zone euro, ça sera formidable. On n'en est pas là. On est loin, loin de cette étape. Moi, je voudrais qu'on commence par cette étape-là. Deuxième étape, s'agissant des eurobonds. C'est vrai, je rejoins Thomas Piketty, je comprends rien à ce que dit François Hollande. Je comprends rien. Je sais plus ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il est en train de danser autour du buffet. C'est dommage. Quand même, parce que... Ah mais moi, je vais vous dire, c'est très simple. Depuis le mois de juillet 2009, j'ai produit un rapport dans lequel je suggère que l'on passe aux eurobonds. J'invente tout simplement le mécanisme des eurobonds. Et pourquoi? Et je le fais en disant la chose suivante, en disant les eurobonds ne peuvent fonctionner que s'il y a une politique budgétaire vertueuse des États qui sont aidés par des eurobonds. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. Mais aussi un abandon de souveraineté. Non, c'est pas un abandon de souveraineté, puisqu'il y a une volonté de chaque État d'avoir une politique vertueuse. Donc c'est chaque État qui décide. Et si l'État décide de ne pas être vertueux, alors il n'a pas accès aux eurobonds pour financer son déficit budgétaire. Voilà. C'est donc soit l'État qui décide d'être vertueux, de faire du zéro déficit, ou une réduction de déficit très significative, soit l'État qui décide de dériver. Et s'il dérive, tant pis pour lui. Je ne partage pas ce que disait Thomas Piketty s'agissant de la dévaluation. Moi, je pense que ce n'est pas un instrument sérieux. Je pense que c'est un cache-misère et que c'est au contraire un instrument extraordinairement dangereux. Et je suis bien content qu'on soit sorti de cette logique. De l'euro et je le Réponse de Thomas Piketty. Mais simplement, si vous n'avez pas une dette commune avec cette monnaie commune, vous voyez, parce que l'abandon de souveraineté, vous l'avez déjà à partir du moment où vous avez une monnaie commune. Là, il y a un choix très fort parce que la souveraineté monétaire, c'est quand même la première des souverainetés pour un État. Et simplement, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on a abandonné cette souveraineté, il faut en échange obtenir cet outil commun qui est la dette commune. Oui. C'est pas ce qu'on a fait en vérité. Et là d'ailleurs je vous rejoins. On aurait dû faire ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû choisir l'abandon de souveraineté. On ne l'a pas fait. Mais vous dites ça et en même temps vous satisfaisez du cadre actuel. Et si je comprends bien, du nouveau sommet de cette nuit, où une fois de plus, au milieu de la nuit, on nous a annoncé pour la 19e fois que l'Europe était sauvée, ce qui est une très grande nouvelle et qui en même temps, je pense, ne convaincra personne très longtemps. C'est-à-dire qu'on repousse. Il y a une grande avancée hier. Vous l'avez dit vous-même. Le fait qu'on recapitalise les banques depuis un an. Oui, mais sauf que la décision, mais sauf que les décisions n'étaient pas prises. La grande avancée, c'est qu'il y a eu un accord hier qui ne voulait pas prendre la décision. C'était les Allemands, chacun le sait. Le rapport de force a bougé. Oui, le rapport de force a bougé. La grande décision d'hier, c'est le fait qu'on puisse recapitaliser les banques. On est allé beaucoup trop vite dans l'application des ratios prudentiels des banques. C'était n'importe quoi. Subitement, on a réduit la machine à créer de l'argent, c'est-à-dire le crédit. On a réduit le crédit au niveau de la zone euro. C'était totalement aberrant. On a demandé aux banques d'être de plus en plus prudentes dans le fait de délivrer des crédits. Par conséquent, les banques, elles ont fermé les robinets à crédit. C'était exactement pas ce qu'il fallait faire dans une situation de quasi-récession comme celle où on se trouve dans la zone euro. Bon, aujourd'hui, avec la prise de décision de recapitalisation des banques, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les banques, et notamment les banques italiennes et les banques espagnoles, vont réouvrir la machine à crédit. Bon, bah écoutez, ça va donner un souffle d'air. C'était ce qu'il fallait faire. C'était une décision urgente. Est-ce que tout est réglé? Réponse, non. Est-ce qu'on a des choses urgentes? Oui, le semestre européen mis vraiment en application, que les États de la zone euro se rapprochent pour regarder leur politique économique et budgétaire. C'est vital, c'est crucial. Voilà l'urgence. On l'a vu avec la Grèce, avec visiblement un rapport récent qui montre des créations de postes de fonctionnaires dans les derniers mois et dernières années. Ça veut dire qu'on est très loin d'un contrôle budgétaire européen. Et alors ça vous surprend? Moi je suis allé au FMI ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. En 2010, mais c'est pas qu'il n'y a pas de contrôle. C'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas du jour au lendemain, c'est-à-dire en moins d'un an, changer subitement un état de ligne. Ce n'est pas possible. Je termine juste sur ce point parce que la question de Luc Brunner est très importante. Est-ce qu'on peut subitement, en l'espace de quelques mois, changer radicalement la stratégie économique et budgétaire d'un État? La réponse est non, ça prend du temps. Moi, je suis pour laisser un peu de temps aux Grecs. Il y a un seul chiffre que je vais vous donner dans l'émission, c'est le chiffre de 30 milliards. 30 milliards, c'est le montant total de refinancement de la dette grecque sur les marchés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne fait un chèque de 30 milliards d'euros. Il n'y a plus un seul titre de dette grecque sur les marchés. Alors moi je vais vous dire, je voudrais qu'on fasse ce chèque de 30 milliards et qu'on laisse un petit peu de temps à la Grèce pour se réorganiser, se restructurer avec l'aide de la zone euro, avec l'aide du FMI. Et là, je pense qu'on fera bons offices pour la zone euro. Super. Thomas Piketty, on vous laisse répondre. Moi, je partage pas du tout l'optimisme. Oui, on voit votre moue Jérôme Chartier. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jérôme Chartier se félicite du sommet et félicite un peu François Hollande, alors que vous êtes plutôt sceptique. François Hollande. Je me félicite du résultat du sommet. La différence, là où vous êtes cohérent, c'est que vous trouvez que le traité
qui a été négocié notamment par Merkel et Sarkozy l'automne dernier est un bon traité, éventuellement avec quelques ajouts comme hier, et correctement appliqué, va permettre de résoudre les problèmes. Eh bien, moi, je pense très exactement le contraire. C'est-à-dire, je pense que le traité de l'automne dernier est un mauvais traité qui ne réglera pas les problèmes et que c'est très dommage d'avoir mis 27 pays d'accord sur un nouveau traité qui ne règle pas les problèmes 3 ans après le début de la crise. Et je pense que si on n'a toujours pas compris 3 ans après le début de la crise que tant qu'on aura 17 taux d'intérêt sur lesquels les banques pourront spéculer tous les matins, la crise reviendra encore et toujours. Et tant qu'on n'aura pas on n'aura pas clairement, on va pas mettre en place le Parlement commun la semaine prochaine, mais on a vu l'automne dernier qu'on pouvait en quelques mois négocier un nouveau traité entre 27 pays. En l'occurrence, un traité qui n'a rien réglé des problèmes, comme chacun a pu se rendre compte, et comme on va se rendre compte à nouveau dans les mois qui viennent. Pourquoi on ne prend pas quelques mois de plus pour faire enfin un traité qui règle les problèmes entre les pays qui souhaitent avancer? Et moi, je suis très triste que face à la répétition en Allemagne par Angela Merkel, par Schäuble, de propositions relativement précises d'intégration politique, d'élection d'un président au suffrage universel, de rassemblement des commissions des finances des parlements nationaux, que la France n'ait pas pris la balle au bond pour faire une proposition précise d'intégration politique limitée. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en commun uniquement les choses qu'on ne sait pas faire tout seul. On ne va pas mettre en commun notre système de retraite. Déjà, on a suffisamment de mal avec nos 15 caisses de retraite à se mettre d'accord entre nous en France sur comment il faut les réformer. C'est pas en les mettant en commun avec les caisses allemandes qu'on va mieux y arriver. Donc ça, surtout pas. Par contre, l'émission de dette commune, la quantité de dette commune qu'on émet, de même que la monnaie qu'on émet, on l'a mise en commun à la BCE qui est basée à Francfort. Et bien sûr, la dette, il faut mettre ça en commun. Et pour ça, il faut une nouvelle chambre parlementaire de la zone euro, parce que le Parlement européen à 27 ne peut pas faire le job. Vous savez, je crois que c'est vraiment l'architecture globale des institutions européennes qui ne nous permettra pas de passer cette crise de l'euro. C'est-à-dire que l'architecture globale, c'est-à-dire un Parlement à 27 pays, donc beaucoup de la zone euro, c'est beaucoup plus petit que ça. D'une part, une articulation Parlement-Commission, vous voyez bien que la double présidence, président du Conseil, président de la Commission, est totalement illisible, personne n'y comprend rien. On se réduit à ces conciliabules de chefs d'État qui, tous les 6 mois, sont censés nous sauver et nous annoncer au milieu de la nuit. Mais en attendant, le reste du monde continue de fonctionner et de nous regarder en rigolant. Et moi, je trouve ça très triste. Il y a, à vous écouter, un grand travail d'architecture européenne encore à fournir. C'est pas encore, c'est enfin, il faut le faire. Et on n'a rien fait. Dites-vous, et je vous propose, si j'ose dire, en attendant, de passer à la 3e et dernière partie de ce débat que nous allons consacrer à cette question: que faire pour redresser l'industrie française? Alors le diagnostic, à vrai dire, est assez terrible. Les plans sociaux se multiplient. On attend celui d'Air France pour la semaine prochaine. Et ce matin, le journal Les Échos titre « PSA sacrifie son site historique d'Aulnay ». 3000 emplois sont concernés. Jérôme Chartier, une question, elle est très simple. Peut-on encore sauver l'industrie française ? Mais oui, bien sûr. Regardez les filières micromécaniques qui embauchent. Ils estiment que dans les 10 ans, c'est 200 000 emplois qui vont créer. Ça veut dire qu'on ne peut plus que jamais avoir une industrie en France. Et c'est une industrie, mais c'est une industrie qui doit s'adapter. Simplement, ça doit s'adapter et donc être au niveau technologique. On doit avoir le gap technologique qui nous permette de faire la différence avec les autres pays. Puis bien sûr, le coût du travail. Vous voyez, c'est pas seulement une question de coût du travail. Moi, je ne suis pas d'accord avec la thèse qui consisterait à dire c'est seulement une question de coût du travail. C'est pas vrai. Il y a 2 éléments. Un instant, juste, Jérôme Chartier, sur le cas de Citroën. C'est une entreprise qui, pour l'instant, a consacré une part importante encore de son activité en France, près de 41% de son activité, contrairement d'ailleurs à Renault. Et là, Citroën, à son tour, ferme une usine. Ça veut dire qu'on ne va pas plus pouvoir véritablement construire d'automobiles en France? Mais on peut construire des automobiles en France. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elles soient avec une réelle avancée technologique. C'est un secret de polichinelle. On a pris un retard considérable s'agissant des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Un retard considérable. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite. Plein de constructeurs mondiaux nous ont dépassés. À nous de les rattraper. C'est ça maintenant notre défi. Et lorsqu'on investit dans le cadre du grand emprunt sur la voiture de demain, ce que l'on fait, c'est on aide les constructeurs pour qu'ils rattrapent ce retard technologique. Très précisément, les 2-3 secteurs où il faut, à vos yeux, absolument investir dans les années, dans les mois à venir? Moi, je crois en l'automobile depuis toujours, j'y crois. Je crois que c'est une filière française d'excellence. J'y crois, il faut simplement qu'on réinvestisse dans la technologie. Je crois dans l'industrie micromécanique comme jamais. C'est une industrie qui est partie d'un métier français qui était l'horlogerie et qui s'est développée à partir de ces micro-métiers de l'horlogerie vers une industrie de pointe dans des centaines de secteurs industriels différents. Je crois à cette filière de micromécanique. Je crois plus que jamais à la filière énergétique française. Thomas Piketty, vous y croyez, vous encore, à l'industrie française?
La comparaison avec l'Allemagne montre que des pays très proches de nous, par ailleurs, ont des résultats très différents sur l'industrie. Donc c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça dépend en partie de nos propres institutions et des règles qu'on se donne. C'est vrai qu'il y a eu une divergence entre la France et l'Allemagne entre 2002 et 2012 qui est hallucinante. C'est-à-dire que les deux pays sont à 2% d'excédent commercial du PIB en 2002 et en 2012, l'Allemagne a le plus grand excédent de son histoire depuis 1945, la France a le plus grand déficit et on a le grand écart. Bon, forcément, ça doit être un peu la faute des deux. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Allemagne a été dans une trajectoire de rigueur salariale extrême qui ne peut pas se généraliser à l'ensemble de l'Europe, qui ne peut pas se généraliser à l'ensemble du monde. Si chacun consomme moins que ce qu'il produit, il y a un problème. Maintenant, la France a aussi sa part de responsabilité. Et moi, depuis longtemps, je dis que on a en particulier un système fiscal qui pèse trop lourdement sur les salaires. Et je défends depuis toujours le fait que les cotisations sociales en France sont trop lourdes. Si vous voulez, vous avez sur 100 euros de salaire brut, 40% de cotisation patronale. C'est-à-dire vous allez payer 140 euros pour 100 euros de salaire brut versé. Sur ces 40 points de cotisation patronale, c'est assez simple. Il y en a 20 qui sont justifiés, qui correspondent à la retraite, au chômage, qui c'est un complément de salaire, c'est un sursalaire que vous recevez plus tard. C'est normal que ce soit assis sur le salaire. Il y en a 20 qui ne sont pas justifiés, qui concernent la maladie, la famille, l'effort de construction, de formation professionnelle, qui, mis bout à bout, représentent autant que la retraite et le chômage, mais qui devraient reposer sur des assiettes fiscales plus larges que le travail. Et là, c'est là que je redis, à mon avis, la TVA sociale est une mauvaise réponse à une bonne question, et que la seule véritable alternative, en plus de la taxe carbone qui peut permettre d'en prendre une partie, mais qui ne sera absolument pas suffisante par rapport à l'environnement, il faut avoir un impôt sur l'ensemble des revenus, et qui doit être progressif, parce que, oui, la CSG... le grand mérite de la CSG, c'est comme ça pèse sur tous les revenus, salaire, revenu du capital, revenu des non-salariés, retraite, ça rapporte 12 milliards d'euros par point, alors que la TVA, je voudrais quand même rappeler que la TVA à taux plein, c'est moins de 6 milliards par point. Pourquoi ? Parce que vous avez du taux réduit qui ne sert pas forcément à grand-chose, vous avez les services immobiliers financiers qui ne sont pas soumis à TVA, et puis vous avez aussi une grande partie des revenus élevés, qui sont en partie épargnés et donc qui ne payent pas la TVA. Et tout ça, ça vous fait un rendement très très faible et c'est pour ça que c'est non seulement injuste la TVA sociale, mais inefficace par rapport à l'ampleur des masses qui a transformé. Maintenant, le problème de la CSG, c'est qu'on tourne autour du pot depuis sa création par Michel Rocard, il y a 20 ans, pour la rendre progressive. C'est-à-dire qu'on a créé des mécanismes d'abattement pour les petites retraites, et puis aussi pour les petits salaires à travers la prime pour l'emploi. Mais on fait ça, c'est un peu une usine à gaz. C'est-à-dire que les salariés modestes reçoivent avec un an de retard un chèque de prime pour l'emploi qui compense la CSG prélevée à la source. Si la CSG continue de monter en puissance, il y a un moment, il faut un peu moderniser tout ça. La bonne solution, je crois, c'est enfin de mettre en place une CSG progressive, un impôt progressif sur le revenu dont on a montré dans un livre avec plusieurs collègues que c'était parfaitement réalisable. Je pense, à nouveau, on peut pas dire non à tout. La TVA sociale c'est pas une bonne solution. Il y a d'autres solutions, mais à condition de les proposer. Ça fait partie des défauts. On revient à l'urgence d'Aulnay quand même. Que peut dire et que peut faire Arnaud Montebourg, dont le ministère est le ministre du redressement. Donc là, quel conseil, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire, Arnaud Montebourg? Bon, écoutez, on va le voir à l'œuvre. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Il a tellement prodigué des conseils lorsque la droite est aux responsabilités. Alors regardons ce qu'il va faire. Voilà, mais je crois qu'il est tout simplement confronté à un phénomène qui s'appelle un coût du travail trop élevé et un retard technologique. Et maintenant, je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ces solutions. C'est dramatique ce qui se passe, ce qui se profile à Hauthenay. On est tous désolés. On est tous désolés de cela. Mais lorsqu'on a décidé de lancer cette démarche de TVA sociale, qu'est-ce qu'on faisait sinon réagir justement par rapport à la proposition de Thomas Piketty? Non, mais j'entends bien sa proposition de Thomas Piketty. La seule chose que je voudrais rappeler sur la CSG, c'est qu'une CSG progressive, il y a forcément des très grands perdants. Parce que la CSG aujourd'hui, c'est une ressource, donc soit on augmente considérablement la CSG. Mais soit on augmente considérablement, je dirais, la part des salaires les plus élevés, et dans ce cas-là, on revient à la discussion de tout à l'heure, s'agissant des riches qui vont encore devoir payer plus. Moi, je veux bien, mais jusqu'au jour où il y aura plus de riches, on sera quand même très embêté. Ou alors, sinon, on décide de réduire l'assiette de la CSG. La CSG, enfin, chacun le sait, c'est 80% d'assiette salariale, donc ça s'invente pas. Ça veut dire qu'on n'a pas 36 solutions. La fusion de la CSG, l'impôt sur le revenu. Écoutez, je pense que ça sera très rapidement soit une augmentation pour les classes moyennes, soit sinon une perte de recettes en ligne s'agissant du budget de l'État. Il n'y aura pas d'alternative à cela. Il y a quand même un aveu terrible dans ce que vous nous dites sur la TVA sociale, alors on aura une vraie difficulté. Non mais on aura une vraie difficulté de toute façon si on ne regarde que ces questions de CSG, d'impôt sur le revenu. Moi, je ne crois plus que c'est la solution fiscale d'avenir. Je crois que les solutions fiscales d'avenir sont forcément sur
sur la consommation d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire forcément augmenter la TVA. Pas forcément la TVA, ça peut être des organisations fiscales nettement plus dynamiques et qui finalement créent un avantage compétitif pour tous les produits qui sont produits sur le territoire national plutôt que les produits importés. Il y a des mécaniques fiscales qui permettent de le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup trop compliqué. Mais moi, je suis d'accord pour réfléchir à cela. Il faut qu'on ait une fiscalité moderne. Aujourd'hui, quel est le problème de notre fiscalité? C'est qu'elle résonne comme si on était en 1945. C'est-à-dire, en gros, nos salaires, c'est l'essentiel de ce qui est la valeur ajoutée d'un produit intérieur brut. Ça ne l'est plus. On le sait bien. C'est toute notre difficulté. Jérôme Chartier, il reste 30 secondes. 30 secondes vraiment. On laisse Thomas Piketty conclure. Non, sur le cas d'Aulnay, je ne sais pas si ça s'applique, mais on a quand même, sur beaucoup d'affaires de sites industriels, un problème de mise en concurrence des États par des investisseurs industriels, des grands groupes internationaux, qui vont aller mettre en concurrence la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, et ça, c'est totalement insupportable. Et qui ensuite, après avoir pris des aides, vont repartir. Donc là-dessus, comme sur d'autres sujets, on a besoin, je pense notamment à l'impôt sur les sociétés, hein, de passer à la vitesse supérieure au niveau européen. C'est-à-dire que tant qu'on aura sur l'impôt sur les sociétés, en fait, sur tous les outils qui concernent les marchés financiers ou les grandes entreprises multinationales qui se passe à un niveau global. Tant qu'on continuera chaque pays de faire ses petits deals dans son coin, on n'avancera pas. Eh bien, merci Thomas Piketty pour cette conclusion. Merci à tous les deux pour votre participation à ce débat. Le dernier débat de 2012, en espérant que nous avons pu vous éclairer tout au long de cette année électorale.